francophonie. Design Une Planète, c'est le premier hub d'innovation ouverte qui est dédié aux grands enjeux planétaires et qui consiste à mettre en commun la sphère publique, la société civile, le monde économique et le monde des créatifs avec toutes leurs réflexions pour collaborer et travailler ensemble à trouver des solutions pour permettre une métamorphose planétaire qui soit accompagnée. Et donc Design Une Planète a un rôle qui peut être défini en 5 termes, à savoir que c'est un facilitateur, un assembleur, un accélérateur et un promoteur et un diffuseur. Design Une Planète permet l'identification des défis planétaires, mais aussi la mise en place de groupes projets qui travaillent de manière évolutive et diversifiée et qui élaborent des scénarios qui sont implémentés au sein de Design Une Planète. Et chaque projet doit respecter les caractéristiques qui sont propres à Design Une Planète, à savoir qu'il doit être global, à long terme, de rupture et viable. Les objectifs de Design Une Planète, c'est faciliter une prise de conscience des enjeux planétaires, favoriser l'émergence de scénarios long terme globaux qui sont diversifiés, repérer et répertorier les projets et la réalisation de projets innovants pour pouvoir les diffuser, et permettre également la rencontre de ceux qui ont les idées avec ceux qui ont les moyens de les mettre en œuvre, à savoir les personnes du monde économique. Et donc comment on fait ça? Donc, il y a une organisation qui est propre à Design Une Planète avec le conseil d'administration qui élit en son sein le bureau, l'assemblée générale. Il y a 2 collèges, le collège des créatifs et le collège des partenaires, avec les différentes commissions et groupes projets. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Michel et Alexandre qui vont présenter une vue d'ensemble des facteurs clés. Alors, je vais faire une petite présentation avec Alexandre Roger sur les aspects plus généraux. C'est le premier facteur clé de succès, qui est un peu évident d'ailleurs, c'est que comprendre son environnement pour s'intégrer dans un monde en transformation très très rapide. Le premier facteur clé de succès, c'est de comprendre ce contexte. Donc, avec Alexandre, on va vous présenter un peu ce contexte. Peut-être que c'est important de dire 2 mots. On aura l'occasion aussi pour chacun de se présenter. On le fera, on va vous présenter un peu le contenu. Après, dans les interactions, de toute façon, ça va être l'occasion de présenter aussi votre projet, etc., notamment cet après-midi. Mais là, je dis 2 mots peut-être sur Alexandre et moi-même, sur ce contexte plus global. Peut-être tu veux dire 2 mots sur toi, Alexandre? Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai effectué une longue carrière en recherche appliquée dans un organisme qui s'appelle l'IFP, dans le domaine de l'énergie et puis du développement durable, parce que la dernière activité dans cet organisme que j'ai quitté il n'y a pas très longtemps concernait tous les développements liés aux grands enjeux du développement durable. C'est pour ça que je vais évoquer ces questions. Je me suis intéressé en particulier à toutes les questions relatives à l'énergie et au climat. Et puis depuis, je continue les activités d'enseignement et j'anime un groupe de réflexion dans le cadre d'une fondation, la fondation TUC, qui se consacre justement au thème de l'énergie et du développement durable. Donc nous réunissons des industriels, des chercheurs, et puis nous essayons aussi
d'impliquer des personnalités qui sont intéressées par tous les aspects sociaux, sociétaux, économiques, pour analyser les mutations actuelles dans ce domaine. Et puis donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, je pourrais vous en dire un mot, dont notamment le dernier sur perspective d'avenir, parce que je m'intéresse de plus en plus aux questions de prospective, et bon, ça va être la base de ma présentation. Voilà. Alors moi-même, j'ai travaillé sur ces aspects globaux, l'évolution prospective depuis maintenant 30 ans. J'ai commencé au ministère de la Recherche, j'ai travaillé sur ces questions dans le cadre du Centre de prospective et d'évaluation. Après, j'ai écrit une dizaine de livres sur le sujet et j'ai fondé Design New Planet avec un groupe d'amis de longue date sur ces enjeux pour essayer de promouvoir et mieux comprendre cette transformation planétaire qui est en train de s'accélérer et qui pose aujourd'hui plein de questions. Donc on va voir effectivement ces grands enjeux planétaires et on va voir ensuite comment on peut s'y adapter, quels sont les facteurs clés de succès détaillés pour une entreprise aujourd'hui. Alors, un des aspects qui saute aux yeux lorsque on étudie l'évolution du monde en général, et là je vais repartir de très loin, c'est que vous avez une évolution de plus en plus rapide. Et cette évolution, on la voit dans l'histoire humaine, c'est-à-dire les premiers millions d'années de l'histoire humaine sont assez lentes, l'homme est parmi les autres animaux, ça se développe assez rapidement. Même la population se développe très lentement, etc. Et puis après ça s'accélère. Et en fait, ce processus d'accélération qu'on voit dans l'évolution humaine, en fait, elle est inscrite au-delà de l'homme dans l'évolution de la lithosphère, par exemple de la lithosphère minérale qui va, pendant des milliards d'années, la planète Terre, c'est une lithosphère, c'est des minéraux. Évidemment, les minéraux, ils évoluent très très lentement. Ils évoluent en milliards d'années. La biosphère, elle évolue plutôt en millions d'années. Les espèces vivantes, végétales, ça chiffre en millions d'années. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la noosphère, c'est-à-dire la société de l'information, etc., ça évolue en nanosecondes. Vous avez une très bonne émission qui est parue là récemment à la télévision sur la finance actuelle. Et il parlait comment maintenant les ordres sont donnés par milliers, les ordres d'achat ou de vente, et par des ordinateurs qui jouent sur des nanosecondes. Et en fait, maintenant ça devient une course à la vitesse pour jouer sur des milliers d'ordres qui varient de nanosecondes en nanosecondes, c'est-à-dire un millième de seconde. À chaque fois, ce qu'on observe, c'est un saut dans la complexité. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution de plus en plus rapide, de la lithosphère vers la biosphère, vers la noosphère, on est des systèmes culturels, on est dans la noosphère. Bon, ben à chaque fois, c'est un niveau de complexité croissant, c'est-à-dire qu'en même temps, ça devient de plus en plus rapide, mais en même temps, ça devient de plus en plus complexe et riche en informations. Alors, si on zoome sur la civilisation, sur l'aspect humain, on a à peu près 3 millions d'années de chasse cueillette, 30 000 ans d'agriculture-élevage, depuis 3 siècles, le développement de l'industrie-commerce, et depuis 30 ans, on peut appeler la société de l'information. On peut toujours discuter un peu les dates. Si on prend l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il apparaît qu'il y a 1 million d'années, mais les premiers pré-humains, c'est 3 millions d'années. L'agriculture-élevage, les prémices, c'est effectivement il y a 30 000 ans. Le vrai développement de l'agriculture-élevage, c'est au moment du néolithique, c'est 10 000 ans. L'industrie-commerce, c'est pareil, les premières idées apparaissent il y a 3 siècles, mais vraiment le décollage de la société industrielle, ça ne se fait qu'il y a 1 siècle. C'est en 1900 que pour la première fois, la population engagée dans l'industrie est plus importante que dans l'agriculture. Et la création-communication, bien évidemment, les premiers ordinateurs apparaissent il y a 30 ans, mais le vrai décollage, on pourrait dire, c'est 10 ans. La transformation profonde du monde, à cause des technologies d'information, c'est il y a une dizaine d'années, c'est avec en 2000,
Et la prochaine? Alors, justement, ça, on va le voir un peu. À chacun de ces vagues correspond un système de cohérence et des valeurs caractéristiques que nous allons décliner à travers 3 petits aspects: outils, pouvoir, organisation, échange, réflexion, organisation. Donc ça, on pourrait y passer la journée, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée comment effectivement les technologies, les outils, le pouvoir, les échanges, les modes de réflexion, la manière de penser évoluent d'étape en étape. Et on voit bien qu'effectivement, on est en plein basculement de la période industrielle à ce qu'on a appelé la société d'information, la société de création et de communication. Et effectivement, si on a certaines difficultés d'adaptation, c'est parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a une mutation de cette envergure, c'est-à-dire où l'activité dominante de l'homme se transforme complètement, et bien à ce moment-là, ça implique une transformation très très profonde de l'ensemble de la société. Alors on voit bien, par exemple, comment aujourd'hui on voit les vagues des nouvelles technologies qui déferlent sur le monde, mais en fait on utilise beaucoup ces nouvelles technologies pour améliorer ce qu'on faisait de manière classique. Un des grands enjeux qu'on observe aujourd'hui et qui remonte de plus en plus, c'est le fait que cette nouvelle technologie, non seulement ils permettent de faire beaucoup mieux ce qu'on faisait autrefois de manière en quelque sorte un peu archaïque avec un papier et un crayon plutôt qu'un ordinateur, mais en fait leur potentiel ne s'est pas totalement exprimé, puisqu'en fait il permet une modification très très profonde de l'ensemble de la société. De la même manière, vous voyez, au moment de l'émergence des technologies industrielles, ça s'est fait dans un monde féodal, et au début le monde féodal s'est emparé de ces outils pour continuer à se développer de manière féodale, mais avec un peu d'industrie, une évolution de l'artisanat vers l'industrie. Mais ce n'est que vers 1900, et même dans les années 50, et finalement pour la France et que dans les années 60, que vraiment la société est devenue industrielle. C'est-à-dire qu'on a tiré parti de l'industrie pour la transformer en profondeur. Un des grands enjeux actuels qu'on sent venir, c'est vraiment la transformation profonde de la société dans son passage à une société de l'information. Alors, ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est qu'on voit bien une sophistication croissante des outils. Les technologies employées aujourd'hui dans une usine automobile n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on connaissait il y a 20 ans. On a des robots d'une sophistication extraordinaire qui pratiquement remplacent complètement l'homme. Il y a une forme de dématérialisation du pouvoir dans la mesure où le pouvoir qui était très lié avant aux machines, à l'argent, quand on voit la plus grande société de la société industrielle, de l'époque industrielle, c'était General Motors, c'était des usines et des moteurs, et c'était des lieux, c'était un empire industriel matériel. Une des plus grandes capitalisations de l'ère post-industrielle, c'est Microsoft ou Apple, maintenant, et dans les deux cas, ça a à voir avec essentiellement du soft, du logiciel, et même le mot Microsoft est intéressant, puisque quand vous faites une comparaison sémantique avec General Motors, vous voyez bien le basculement d'esprit entre General Motors et Microsoft. C'est tout un monde, c'est tout une autre référence. Alors il y a un caractère de plus en plus abstrait dans les échanges. Aujourd'hui, 90% des choses qui s'échangent sur la planète sont des échanges immatériels. Approfondissement de la réflexion, intensification de la communication, complexification de l'organisation, accélération de l'évolution et empilement et intégration des civilisations et des âges. Alors, un autre aspect qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement ces âges se suivent, mais aussi s'articulent et s'empilent. C'est-à-dire que quand on a inventé l'industrie, ça n'a pas fait qu'on ait arrêté de manger ou d'avoir de l'agriculture. En fait, on a transformé l'agriculture est restée en tant qu'activité, mais au lieu d'utiliser 90% des gens, il n'a plus utilisé qu'aujourd'hui 5% des gens, et il s'est complètement transformé. De la même manière, il ne faut pas croire que l'industrie va complètement disparaître, ça a été tout le discours aussi sur les pays qui se sont désindustrialisés complètement, ce qui est une absurdité, puisque même aujourd'hui, l'agriculture en France est une véritable richesse. Donc effectivement,
effectivement, c'est pas parce qu'on va passer à la société d'information que brusquement l'industrie n'aurait plus d'importance. C'est bien le contraire. Au contraire, c'est qu'il y a une réinvention des étapes précédentes par la dernière étape. Et d'ailleurs, on voit dans l'agriculture ce phénomène, c'est qu'après que l'agriculture se soit industrialisée, aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quelle ferme, les fermiers sont avec leur ordinateur, ils voient leur champ par satellite et ils étudient la manière dont poussent leurs plantes à travers des technologies d'information, etc. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on a effectivement ces tendances, mais surtout un entraînement, une intégration des différentes aires qui se transforment les unes par les autres. Alors, il y a aussi des choses plus sociales qui se passent. Il y a une accélération, mais aussi un éclatement de l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans on pourrait dire, dans une époque post-historique. On a parlé de post-moderniste, dans la mesure où cette complexité même des civilisations, des évolutions, fait qu'au lieu d'avoir une histoire linéaire, un peu comme on avait dans le monde féodal et même dans l'ère industrielle, quelque part l'histoire était assez lisible parce qu'elle était assez dans un même continuum, aujourd'hui on a une telle complexification de la sémantique, des systèmes de représentation qui s'articulent sur la planète, on a une véritable explosion de la représentation et presque une impossibilité de raconter une histoire. On raconte des histoires, mais c'est difficile de raconter une histoire, de tout rabattre sur un même. Autre phénomène majeur qui aura été une des grandes caractéristiques de notre temps, c'est l'individuation. C'est-à-dire qu'on est la première civilisation, notamment avec la création-communication, on le voit venir encore beaucoup plus fort, on le voit aussi avec les nouvelles générations, c'est-à-dire les individus deviennent des individus singuliers. C'est la grande différence avec les civilisations précédentes. Parce que dans les civilisations précédentes, par exemple dans le monde féodal, on a des castes, mais à l'intérieur d'une caste, les individus se reconnaissent à travers leur caste, mais ils n'existent pas en tant qu'individus. Ils sont cette caste. Même, si vous voulez, le roi de France, il existe en tant que roi, mais il est le personnage du roi. Toute la question de l'individuation apparaît avec notre époque et il est très important en termes de marketing, etc. Puisqu'effectivement, de plus en plus, on va vers du marketing one-to-one, en fait, qui consiste à vraiment écouter l'individu dans son individuation plutôt que de s'adresser à lui comme un groupe socioculturel dans lequel l'individu est fondu. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Bon, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Le management du 3e millénaire. Et donc, ceux qui ça intéresse de creuser, je vous renvoie au livre parce que, effectivement, sur cette évolution, on pourrait passer la journée. Alors, ceci dit, on voit bien cette évolution magnifique. Il y a tout de même plusieurs questions qui se posent. Alors, une première question sur laquelle Alexandre Roger reviendra, c'est, vous voyez cette courbe, ça c'est la courbe de la population humaine. Et tout de suite, on se dit qu'il y a un problème et que tout de même on vit des moments un peu particuliers, parce que comme vous l'avez compris, nous on est là. Et que parfois j'avais des discussions avec d'autres amis prospectivistes qui me disaient mais non, mais le monde a toujours changé, il ne change pas plus aujourd'hui qu'avant. Enfin, évidemment, entre prospectivistes, on n'est pas toujours d'accord. Mais moi j'ai tendance à sortir cette courbe et je leur dis écoutez, franchement, si on n'a pas compris qu'on est en train de vivre un peu un moment particulier de l'histoire, il suffit de regarder cette courbe. Alors autre chose plus souterrain, c'est que vous voyez, ça c'est le monde tel que nous on le connaît, c'est le monde industrialisé, et ça c'est la population dans les pays en développement, c'est la Chine, l'Inde, l'Afrique. Donc si vous voulez, même si aujourd'hui les pays développés dominent le monde, on voit bien que ça va être un peu difficile très rapidement. Alors, l'autre point, évidemment, et qui, les slides précédents vous le montrent, c'est évidemment
effectivement le réchauffement planétaire. C'est-à-dire que cette population croissante et le développement de l'énergie fossile fait qu'on crée, on émet du CO2 et que ce CO2 réchauffe la planète. C'est amusant, j'étais hier soir à un dîner à Radio France, enfin à la Société des auteurs qui garde la mémoire de toutes les émissions de télé, radio, etc. Et toute la soirée, là, pendant 2 heures, on a écouté des vieilles émissions de radio. Il y avait une émission de radio qui datait des années 70, avec un monsieur du CNRS qui nous expliquait déjà à l'époque que, évidemment, ça se réchauffait un petit peu, mais qu'il se posait la question de qu'est-ce que ça donnerait à l'an 2000. Et évidemment, ça aboutit à la montée des mers et, vous voyez, un monde qui carrément se met à griller parce que quand on parle maintenant de 2 degrés, 3 degrés, en fait, c'est une transformation totale du système climatique, en sachant tout de même que, et ça sera un peu ma conclusion sur ce premier élément d'introduction, en sachant tout de même que ce qui permet cette évolution et le fait qu'on soit rentré dans la période qu'on appelle anthroposphère, c'est un jeu de mots sur le fait que pour la première fois, après la biosphère, la lithosphère, etc., là on est rentré dans une période où c'est l'homme qui modifie littéralement la planète. Il faut se rendre compte que les êtres humains, c'est les seuls animaux à être sortis de leur niche écologique et à s'être installés aussi bien au pôle Nord qu'en Afrique, etc. On est capable d'une plasticité et d'une adaptabilité extraordinaire grâce à notre néocortex, sans doute, grâce à notre intelligence. Mais il faut savoir que toutes les autres espèces animales et végétales, ils sont liés à des niches écologiques. Donc ce réchauffement, évidemment, c'est une catastrophe pour la biodiversité. C'est-à-dire que c'est l'effondrement, elle est déjà en train de s'effondrer, mais c'est un effondrement accéléré de la biodiversité. L'effondrement accéléré de la biodiversité, c'est par exemple la disparition des abeilles. Comme le disait très bien Einstein, lorsque les abeilles auront disparu, l'humanité n'aura plus que 6 mois à vivre, parce que comme c'est les abeilles qui pollinisent et qui font que les plantes sont fertiles, eh bien sans abeilles, on se retrouve en train de tous mourir de faim. Donc si vous voulez, on est tout de même dans ce paradoxe qui est souvent peu bien mal exprimé, parce que soit il y a des gens qui disent enthousiasme, je lisais encore dans le journal, dans le métro, le journal, ils disaient le G8 s'est réuni, ils sont très peu d'accord sur plein de questions, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est la croissance. Et vous voyez à quel point on est tout de même dans un monde étrange, parce que cette notion de croissance, bien évidemment, elle est évidente. Je veux dire, effectivement, la croissance est fantastique. Toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de la croissance. Croissance de la population, croissance des biens, croissance des marchés, etc. Tout notre système économique est basé sur la croissance. Et quand vous arrivez là, comment vous prolongez? Comment vous prolongez? Donc évidemment que tout le monde a envie de croissance, ça c'est pas le problème. Alors d'ailleurs, il finissait le journal, c'est là où tout le monde s'aperçoit que dans les journaux, il commence à devenir un peu intelligent, il disait, sauf que le G20 n'a pas dit comment on allait relancer la croissance. Et si vous voulez, quand on voit, il y a un vrai problème, parce que tout notre système est basé sur la croissance, et en même temps, il est bien évident qu'une croissance exponentielle dans un monde infini ne convainc que 2 types de personnes, les fous et les économistes. Voilà, alors je vais passer un peu la parole à Alexandre Roger, qui va